Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Célébration du 45e anniversaire de la réunification des deux Camerouns, anglophones et francophones. Le 20 mai 1972, la République unie du Cameroun était approuvée par référendum. Le Niger instaure de nouvelles mesures sécuritaires pour lutter contre le terrorisme. Une dizaine de marchés ruraux ont été fermés à la circulation de voitures et de motos à l'ouest du pays. Et si l'Afrique nourrissait l'Afrique, c'est le rêve d'un agriculteur malien nommé Amadou Sidibé. Il pratique l'agriculture sous serre, une technique rarement utilisée dans le pays. Mais tout d'abord, le Cameroun a célébré ce samedi 20 mai le 45e anniversaire de la réunification des deux Camerouns, anglophones et francophones. C'était en 1972. L'édition 2017 était placée sous le thème « Armée et nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité ». Une cérémonie présidée par le chef de l'État, Paul Biya, avec le traditionnel défilé civils et militaires de l'unification du Cameroun. Le colonel Didier Bajek est revenu sur la symbolique de l'armée en cette occasion particulière. Je vous propose de l'écouter. Bien, la symbolique est toute simple, c'est que le concept de défense nationale au Cameroun est un concept de défense populaire et vous savez très bien que l'armée est une émanation de la nation et que cette armée ne travaille que pour la nation. Et nous avons donc au Cameroun une armée qui est tout à fait nationale et républicaine. Elle est nationale parce qu'on y retrouve toutes les particularités ethniques que nous avons au Cameroun et l'armée est le creuset de l'unité nationale. Eh bien, tout ce que l'armée fait aujourd'hui, nous essayons de poursuivre trois types d'enjeux, les enjeux d'image, les enjeux d'adhésion et les enjeux d'influence. Au niveau des enjeux d'adhésion, eh bien, nous devons susciter, n'est-ce pas, des vocations auprès de la jeunesse et nous devons aussi susciter une amitié profonde et granitique auprès de la population. Vous savez que c'est cette population-là qui, dans le cadre d'une guerre asymétrique, est susceptible de pouvoir nous apporter le maximum de renseignements possibles. Toujours au Cameroun, c'est dans la ville camerounaise d'Ouala que s'est ouvert le 17 mai le premier procès contre Camrail. En octobre 2016, le déraillement d'un train à proximité de la gare d'Ezeka avait fait officiellement 79 victimes et plus de 600 blessés. Les familles des victimes incombent la responsabilité de ce drame au groupe Bolloré et exigent un procès juste et transparent. Deogracias Podo. Premier procès contre la compagnie ferroviaire camerounaise Camrail s'est ouvert mercredi 17 mai 2017 au tribunal de première instance de Douala, capitale économique du Cameroun. La tragédie causée par le déraillement d'un train du groupe Bolloré avait eu lieu le 21 octobre 2016 à 120 km de Yaoundé et avait officiellement coûté la vie à 119 personnes et fait plus de 600 blessés. Certaines familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches et ont porté plainte contre la compagnie et ses dirigeants. Après ce drame qui s'est passé à Ezeka, le chef de l'État a pris les dispositions d'ouvrir une enquête. Il a donné pour un mois, il a nommé les ministres, juste aujourd'hui ça n'a jamais rien abouti, on ne connaît pas. On ne sont jamais montés au Cameroun pour dire aux Camerounais que voici ce qui s'est passé, Donc tout ce qu'on a fait, c'est pas pour embrouiller le peuple, c'est le peuple qui souffre, eux ne souffrent de rien. Au lendemain de l'accident ferroviaire, 3 enquêtes avaient été ouvertes pour déterminer les causes exactes du drame. Une autre commission d'investigation dirigée par le Premier ministre camerounais a été également mise en place afin de proposer des mesures visant à limiter les risques de survenance d'une telle catastrophe à l'avenir. Aujourd'hui, selon les avocats des parties civiles, le procès qui s'est ouvert n'est pas destiné à faire la lumière sur les raisons de l'accident. S'il se trouve que les disparus sont donnés pour morts, nous demandons qu'on donne aux familles leurs dépouilles pour permettre que les obsèques se fassent selon les coutumes des peuples du Cameroun. Maintenant, s'il n'y a pas de personnes vivantes, il n'y a pas de corps, pas de macabées, mais il subsiste des restes dans les morgues, nous demandons qu'il soit procédé à l'identification de ces restes-là par procédure d'ADN. De nombreux Camerounais estiment que le gouvernement doit faire davantage d'efforts pour rassurer les proches des victimes et surtout garantir la sécurité des transports dans le pays.
Déjà en 2009, un train exploité par la même compagnie avait déraillé près de Yaoundé, faisant plusieurs centaines de victimes. Au Niger, les autorités durcissent le ton pour lutter contre le terrorisme. Une dizaine de marchés ruraux ont été fermés à la circulation de voitures et de motos dans plusieurs zones de l'ouest du pays. Des mesures restrictives pour lutter contre les infiltrations terroristes provenant du Mali. Ibrahima Djoumaba. Niger, au moins 10 marchés ruraux ont été fermés par les autorités et la circulation de voitures et motos interdites dans les régions de Tillabéri et Tawa. Avec ces mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur dans le pays, l'État espère venir à bout des attaques terroristes dans les zones frontalières du Mali voisin. Non seulement ça n'a pas mis fin aux attaques des groupes djihadistes qui viennent du Mali, pour ce qui concerne le nord Tillabéri et la région de Tawa, mais en plus, ça pénalise les populations. Par exemple, dans la région de Tawa et de Tillabéri précisément, il y a plusieurs marchés qui ont été carrément fermés, c'est-à-dire que c'est des marchés qui ne sont plus animés. Depuis quelques mois, les régions de l'ouest du Niger font l'objet d'attaques, notamment les positions de l'armée et des camps de réfugiés. La circulation des voitures et motos est interdite de 20h heure locale à 6h30 de manière permanente. L'état d'urgence et ces types de mesures ont déjà contribué à affaiblir Boko Haram dans la région de Difa au sud-est. Les patrouilles doivent normalement être renforcées à partir du moment où ces mesures-là sont prises. Parce que tout simplement, s'il y a des patrouilles régulières, on s'est dit que ça peut permettre effectivement de mettre fin à ces incursions répétées des bandes djihadistes qui viennent attaquer les positions du Niger. Les Nations Unies ont répertorié pas moins de 34 attaques perpétrées depuis février 2016 par des groupes armés dans les régions de Tillabéri et Tawa. Ces attaques sont attribuées à des groupes terroristes maliens liés notamment au Moujao. L'Afrique disposerait de 60% des terres arables inexploitées au monde, un potentiel considérable dans l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Mais quelques agriculteurs ont opté pour une pratique encore peu répandue sur le continent, l'agriculture sous serre. C'est le cas d'Amadou Sidibé, un agriculteur malien. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Clément-Joël Soala. L'agriculture est la principale activité de plus de 80% de Maliens. Cependant, malgré l'immense potentiel du pays en terres arables, celui-ci dépend de l'extérieur pour couvrir ses besoins alimentaires. Dans l'optique de combler ce déficit, plusieurs initiatives ont vu le jour. C'est le cas de l'agriculture sous serre pratiquée par Amadou Sidibé. Sa technique est inspirée de pratiques culturelles exercées avec succès en Israël, en Tunisie ou encore au Maroc. Avec la culture sous serre, pour 24 000 plants de tomates, la récolte se situe autour de 400 000 tonnes de tomates plastiques de 8 mois. La tomate est presque en condition de laboratoire. Toutes les conditions sont réunies pour une forte productivité. Et déjà en 2 mois de production, nous voyons que les tomates sont chargées de fruits et que la tomate se comporte comme si son milieu d'origine était le Mali, alors que c'est une plante d'importation qui est venue d'Amérique du Sud. Si la norme européenne pour l'exportation des tomates est de 125 grammes, le poids varie entre 225 et 250 grammes dans la plantation d'Amadou Sidibé. Les paramètres de la lumière, de la température, de l'humidité, ainsi que les besoins en eau et en fertilisants sont gérés par ordinateur. Avec cette expérience, les nouvelles technologies sont une aubaine pour l'agriculture. Vous le savez, il est dit que dans les années 2050, il y aura 8 à 9 milliards de terriens et que 1 sur 4 serait un Africain. Ça veut dire que les Africains doivent comprendre aujourd'hui il en va de leur existence de pouvoir se nourrir et pourquoi ne pas exporter vers le reste du monde où il n'y a plus de terres arabes, où l'industrialisation sauvage a fait qu'il n'y a plus de terres pour l'agriculture. Tomates, courgettes, piments, aubergines, melons sont cultivés par Amadou Sidibé sous ses serres. Son rêve est que l'Afrique nourrisse l'Afrique. L'investissement qu'il a réalisé rapportera à terme 250 millions de francs CFA par an. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.